Aujourd'hui, on va encore se faire un petit cours de dessin axé sur la compréhension et le mouvement des volumes dans l'espace. Donc je vais commencer par vous donner un petit outil ou deux en matière de perspective pour comprendre une façon de construire un objet comme celui-ci. Ensuite, on va se faire plusieurs exemples de dessins un peu fondamentaux, un peu comme des globes à facettes qui bougent dans l'espace comme ça. On va se faire des exemples de feuilles, 2-3 autres petits croquis, et ensuite on va faire un dessin avec un rendu un petit peu plus poussé, où je vais vous donner des outils pour que vous puissiez faire ça chez vous. On va aussi parler de point focal et de méthodologie pour arriver d'un endroit à un autre au fur et à mesure de notre dessin. Donc voilà, on y va. Bon alors les amis, avant de faire ces exercices-là, je vais vous montrer un outil ou deux de perspective dont vous avez besoin, sinon vous allez être complètement largué. Et la pomme, comme tout objet un petit peu sphérique, elle se construit autour d'un axe central. Donc on va dessiner une ligne droite dans un premier temps. Donc ça c'est l'axe principal, un peu comme l'axe de rotation de la Terre. Et de cet axe, on peut faire partir d'autres axes, qui vont être des axes mineurs, qui sont à 90 degrés par rapport à cette ligne-là. Donc je vais reporter cette même logique sur mon petit schéma, pour pouvoir ensuite mettre mes ellipses correspondantes. Donc comme tu sais probablement déjà, une ellipse c'est un disque vu dans la perspective, et donc quand ça s'aplatit, c'est toujours composé de 4 parts absolument égales. Donc je vais les dessiner un peu à l'œil. Donc tu vois, tu peux faire un quart, puis ensuite tu peux te référer à ce quart-là pour faire les quarts suivants, puisqu'en fait c'est 1, 2, 3 et 4 identiques. Et ensuite celle qui est en dessous d'ellipse, je vais la faire légèrement plus large. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pomme, elle est composée d'une multitude d'ellipses en fait qui sont tout autour. Donc, si tu veux, tu peux juste les dessiner de façon un petit peu plus instinctive. Et on va dessiner un peu la silhouette générale. Maintenant, on va servir de l'axe central. Donc, si par exemple on veut que cette partie-là rentre à l'intérieur comme ici, il va falloir faire un point de fuite qui va être sur l'axe, mais plutôt à l'intérieur. Tu vas comprendre. Et en fait, autour de cette ellipse, on va faire des points, des marqueurs. Tac. Ensuite, on va les faire relier de cette zone-là à cette zone-là. Hop. Voilà. Et là, on voit que ça rentre à l'intérieur. Maintenant, on veut que ça soit un petit peu plus à plat. Alors, dans ce cas, on va mettre un point de fuite qui va être plus haut. Et de nouveau, on va faire des petites lignes qui vont converger avec ce point-là. Ok ? Maintenant, si on veut que cette partie-là descende, eh bien c'est pareil, on va faire un point sur l'axe, mais qui est plus haut à nouveau. Et puis, on va faire descendre ces zones-là. Si on veut maintenant que ce soit encore plus bas, eh ben on va mettre un point qui est encore plus haut, et ça va converger là-bas. Donc tu as un axe majeur qui lui bouge pas, qui correspond au centre de ton objet sphérique, et au long duquel tu vas pouvoir faire coulisser, un petit peu comme un parapluie ou un parasol, différents axes qui s'en échappent, et qui vont créer des plans plus ou moins inclinés dans un sens ou dans l'autre. Je vais donc appliquer exactement cette même logique avec mon axe majeur, mes axes mineurs, dans des perspectives un petit peu différentes, histoire de pouvoir composer des genres de boules à facettes qui vont me permettre de me rendre compte vraiment de la perspective et de l'orientation de chacun des plans de mon objet. Ces points que je suis en train de marquer, ça correspond à l'endroit où mon axe principal rentre à l'intérieur de ma sphère. Donc c'est aussi en bonne partie ça qui va rendre compte de la perspective de l'objet que je suis en train de dessiner. Dans ce même souci de créer du volume, je vais rajouter en plus quelques ellipses, et à partir de là, on va vraiment commencer à avoir un objet qui se déplace dans l'espace. Je vais en faire un troisième qui n'a pas la même perspective, pour le coup avec un axe majeur qui est planté vers le haut. Et maintenant, je vais me servir de mon axe central, qui est juste là, et faire des lignes qui partent de ce point, et qui vont rendre compte de l'inclinaison du plan que je suis en train de dessiner. Donc là, c'est un plan qui est plat. Ensuite, je vais décaler ce point dans la perspective, je vais le mettre plus bas, plus à l'intérieur, pour faire un plan qui rentre à l'intérieur de mon fruit. Maintenant, je vais faire pareil avec un autre axe qui est encore plus à l'intérieur du fruit. Et donc là, on va vraiment avoir cette impression de trou dans la perspective. Je vais utiliser un point maintenant qui est plus haut, de sorte à avoir des plans qui redescendent un petit peu, pour le coup, comme une pomme. Et je vais surtout pas hésiter à gommer les ellipses que j'avais fait avant, à travailler mes formes, et puis il n'y a pas de problème à faire des erreurs, on est là pour ça. Alors pour la seconde, je vais me sentir un petit peu plus à l'aise, maintenant j'en aurais fait une avec une technique vraiment très mécanisée, et je vais juste mettre mes axes un petit peu plus à l'œil directement, qui rentrent à l'intérieur de l'axe, et qui s'enroulent autour de la pomme un petit peu comme un ballon. Plus tu vas avoir l'habitude de faire quelque chose en le simplifiant, plus ensuite tu vas pouvoir te détacher de la simplification pour faire directement le résultat rendu. La logique de construction cependant est exactement la même et à tout moment je te recommande de revenir à la base si tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Maintenant que j'ai dessiné mes facettes de façon disons assez claire, il va être de fait super facile de trouver ma zone d'ombre et ma zone de lumière puisque ça va forcément se jouer à une des arêtes. Donc décide ta source de lumière et essaye de définir une ligne simple, définie qui va te dire ok, là c'est ma frontière entre mon ombre et ma lumière. Et ensuite tu peux tout simplement griser d'une valeur unie toutes tes zones d'ombre, juste histoire d'avoir une zone de valeur qui soit foncée, une zone de valeur qui soit plus claire. On a aussi une ombre portée qui se dégage sur le sol, puisque la lumière vient d'en haut sur ce coup-ci.
Maintenant pour la partie tige et puis la petite feuille qui va avec, puisqu'on fait une petite pomme un peu en mode traditionnel, il suffit de prendre un cylindre et de le dessiner un petit peu en perspective, et ensuite on modifiera un petit peu la forme de ce cylindre pour que ça devienne un petit morceau de bois. Mais d'abord, c'est vraiment un petit cylindre. Pour la feuille, je vais juste dessiner un espèce de rectangle de nouveau dans la perspective, comme un morceau de feuille carré qui viendrait vers nous, faire une petite croix qui va correspondre au milieu, marquer l'implantation de ma feuille et ensuite dessiner ma feuille à l'intérieur de ce contexte 3D. Ça va me permettre de visualiser beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement le positionnement de ma petite feuille dans l'espace. Donc pour celle-ci, de la même façon, je vais faire un contexte 3D légèrement plus complexe parce qu'il sera un petit peu plus incurvé. Dessine-le bien léger, ça ce sont des étapes de construction, c'est l'équivalent d'un échafaudage lorsque tu construis un bâtiment. Toutes ces étapes de construction, tu veux faire en sorte de pouvoir les gommer éventuellement. Donc là c'est légèrement plus complexe, mais l'idée est la même. Tu suis simplement le contexte 3D en dessinant la forme de ta feuille. Alors je vais m'amuser à faire un ou deux autres petits exercices de mise en contexte, de mise en 3D. N'hésite pas à inventer tes propres exercices. Tant que tu t'amuses à essayer de faire en sorte que les objets bougent dans l'espace, c'est toujours bénéfique. Donc maintenant on va passer à la question du rendu, et ça veut dire qu'il va falloir se détacher un petit peu de tout ce qu'on a vu et de s'en servir comme un espèce d'échafaudage invisible à notre dessin. Donc on a deux choses, on a d'un côté la compréhension des formes et de l'autre côté la compréhension des valeurs qui s'appliquent à ces formes. C'est ça qu'on va voir maintenant. Une fois qu'on a bien compris le contexte 3D dans lequel on était, l'objet, la forme qu'on était en train de faire, on n'a plus besoin à chaque fois de faire cette schématisation, cette mécanisation. Néanmoins, on va garder cette idée de facette en tête, et je vais construire mon dessin tranquillement en montant les valeurs petit à petit. Dans un premier temps, je vais repérer les zones qui sont frappées par la lumière et les zones qui sont frappées par l'ombre. Parce qu'en fait, ça va vraiment être les deux familles les plus flagrantes en termes de valeurs. Bien entendu, il va y avoir des variations dans les zones de lumière et des variations dans les zones d'ombre. Néanmoins, il ne peut pas y avoir de zone d'ombre qui soit plus claire qu'une zone de lumière. Bien sûr, ça peut dépendre s'il y a deux éclairages, ça peut dépendre aussi de la texture de quelque chose. Chaque objet a des textures différentes et donc sa capacité à réfléchir la lumière environnante va être un petit peu différente. Notamment une pomme comme ça qui est un petit peu humide, ça va pas mal réfléchir les objets, c'est très lisse. Donc dans les zones d'ombre, on va avoir beaucoup de lumière réfléchie de l'environnement dans l'ombre. Il n'empêche qu'on va quand même avoir deux familles bien distinctes entre les foncés et les clairs, et c'est ça qui est vraiment important de définir le plus vite possible. Personnellement, lorsque je dessine, j'aime bien que mon rendu augmente de façon absolument homogène et je suis pas du tout du genre à faire un centimètre carré bien fait puis un autre centimètre carré bien fait. Je dessine partout avec pas mal de légèreté, de sorte à ce que mon dessin en fait prenne vie de façon homogène un petit peu partout. Et à la fin, on verra bien qu'il y aura un point focal bien défini dans ma composition. Le but, c'est de pouvoir composer quelque chose, même s'il s'agit d'un dessin qui va être plus de l'ordre de l'entraînement, et même s'il s'agit simplement de deux pommes sur une table. Il n'y a rien vraiment de très excitant à ce propos. Mais il y a quand même toujours moyen de raconter un petit peu quelque chose, de faire au moins en sorte que notre attention aille quelque part, à la place d'un autre endroit, etc. Donc pour le moment, j'essaie d'établir la base un petit peu fondamentale, mais on va y arriver bientôt. Après une heure de dessin, on peut voir que ça commence à avancer un petit peu. J'avais commencé avec un porte-mine HB, c'est un petit peu lent et un petit peu clair. Là, je vais passer à un crayon en 8B, ce qui va me permettre aussi de couvrir un petit peu plus de terrain plus rapidement. Le rendu, il n'y a relativement pas tellement de secret en fait. Une fois que tu as établi ta base et que les fondamentaux en fait sont bien établis, il suffit simplement de prendre pas mal de temps et d'essayer de comparer une valeur par rapport à une autre. Qu'est-ce qui est plus foncé, qu'est-ce qui est plus clair, et de comparer en fait chaque élément par rapport à celui qui est à côté, etc. Et petit à petit en fait en corrigeant les erreurs et puis en passant plus d'heures sur ton dessin, ça va prendre en réalisme, ça va prendre en précision. Ensuite tu vas avoir ta partie d'ombre dans laquelle il peut y avoir des lumières réfléchies, donc ça peut être relativement clair, attention, c'est quand même assez foncé. Et ensuite, tu vas avoir la partie qu'en anglais on appelle le Terminator, peut-être en français, je sais toujours pas, qui correspond en fait à la frontière entre la lumière et l'ombre, et là, effectivement, tu vas avoir une arête qui va être légèrement plus foncée que le reste. Amplifier un petit peu cette arête, ça va vraiment donner beaucoup de volume à ton dessin, c'est vraiment super de faire ça. Ensuite, dans la partie de lumière, tu vas aussi avoir des variations, mais elles vont toutes être beaucoup plus claires. Et bien sûr, lorsque tu connais un petit peu ces fondamentaux et que tu les as travaillés un petit peu, un truc qui est intéressant, c'est de pouvoir s'en détacher un petit peu. Donc moi, ce que j'aime faire personnellement, c'est d'avoir un lieu dans ma peinture ou dans mon dessin que je considère comme étant mon point focal, et c'est sur cet endroit-là que je vais amplifier mes contrastes. Même si je sais que théoriquement, la zone qui devrait être le plus noire serait le dessous de mes pommes, je vais le noter un petit peu comme ça au début, mais au final, il y a une zone où je vais focaliser mon attention, et là, je vais appliquer des contrastes beaucoup plus puissants, même si d'un point de vue photoréaliste, c'est pas correct, d'un point de vue artistique, tu prends la décision de faire ça pour rajouter un petit peu plus d'émotion, pour rajouter un style, pour rajouter quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'intention, etc. Et là, c'est plus une question de choix artistique.
Et moi personnellement, c'est ça que j'aime dans le dessin, c'est de pouvoir rajouter toutes les règles de perspective atmosphérique, les règles de point focal, etc. à des dessins qui peuvent parfois paraître un petit peu sans intérêt. Deux pommes sur une table, c'est vrai que c'est un peu naze. Et finalement, ça peut devenir quelque chose d'assez intéressant d'une certaine façon. Donc comme je disais tout à l'heure, ça, à chacun ses goûts, et tu peux tout à fait rajouter de l'intérêt à ton dessin de la façon que tu désires. Mais garde en tête que c'est toi qui décides où tu veux que l'œil du spectateur se pose. C'est vraiment ta décision. Et là, on arrive plutôt vers la fin du dessin et on peut bien voir justement cette zone de frontière entre la lumière et le foncé qui est pas mal foncée, la zone de lumière réfléchie dans la pomme au niveau de l'ombre, la zone qui est plus foncée qui est dans la crevasse en dessous de la pomme. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai envie de gérer un point focal qui est puissant, déjà j'ai attiré l'attention beaucoup plus sur la pomme de gauche que celle de droite. Et comment j'ai fait ça? J'ai fait ça en mettant des contrastes plus forts, en mettant des foncés plus foncés, des clairs plus clairs, mais aussi en ajoutant considérablement le nombre de détails. Tu vois, j'ai fait des petites gouttelettes d'eau, etc. J'ai aussi mis quelques petites variations sur la pomme d'à côté pour pas qu'elle paraisse trop non finie, mais effectivement, celle de gauche est beaucoup plus intense. Alors je voulais vous montrer aussi une petite peinture sur laquelle je suis en train de bosser en ce moment. Je vais bientôt faire une vidéo à ce sujet, je sais pas quand exactement. J'arrête de donner des dates trop précises parce qu'à chaque fois je suis à la bourre. Et voilà, en ce moment je bosse là-dessus. Il y a eu 2 couches pour le moment, ça va être beaucoup de glacis, beaucoup de transparence, il n'y a pas d'opacité ici. C'est pas du tout terminé, il y a encore pas mal de taf, mais ça devrait être assez cool et ça va être une étude d'arbre un petit peu. Donc voilà les amis, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à passer le mot à vos amis, moi ça m'aide aussi. Et puis en attendant, peignez beaucoup, dessinez un maximum et puis à la prochaine, ciao.